Bonjour Marine. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Je suis ravie de te dire ça, sachant qu'en plus tu écoutes InPower, tu vois, donc... C'est moi qui suis extrêmement ravie d'être invitée et flattée, franchement. Ça me fait plaisir, j'ai hâte d'échanger avec toi. En plus, tu vas voir, j'ai posé aussi quelques questions à la communauté pour changer et beaucoup de gens étaient ravis que je te reçoive. Peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites. La fameuse présentation. Alors, donc je m'appelle Marine, j'ai 29 ans. Et je suis bourguignonne, voilà, je suis née en Bourgogne, d'une famille modeste, mais très aimante, je dirais. Donc voilà, j'ai eu une enfance très agréable, très sympathique. Et après, je me suis lancée dans les études de médecine. Alors déjà, parce que tu vas très vite, tu peux peut-être terminer, mais l'enfance, on y reviendra. On y reviendra. Donc oui, après j'ai fait des études de médecine et donc, études de médecine que j'ai terminées du coup il y a quelques mois. Donc maintenant je suis médecin généraliste. Ouais. Merci, ouais, c'était un véritable marathon et je suis soulagée. Vraiment, ouais. C'est le mot, soulagée d'être arrivée au bout. J'y croyais plus un moment, mais voilà. Et donc les gens me connaissent aussi parce que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être Miss France en 2013. Ouais. Voilà. Ok, super, c'est bien, t'es pas allée... Parce que je me suis dit, ok, elle va partir direct dans les études de médecine, on va aller trop vite, mais en fait, je suis toujours curieuse de savoir ce qui va mener à un parcours. Donc en l'occurrence, toi, il y a deux questions que je me pose principalement, c'est qu'est-ce qui t'a mené, et d'un côté, à souhaiter devenir médecin, et d'un autre côté, à devenir Miss France, donc c'est comme ça que tu t'es présentée, c'est parfait. Déjà, peut-être si on parle de la médecine, quand t'étais enfant, ado, c'était un rêve que t'avais déjà, et qu'est-ce qui t'a peut-être mené vers ce rêve ? Alors, ouais, en effet, parfois, on met un peu en opposition, effectivement, mes études de médecine et le parcours que j'ai pu avoir en tant que Miss France, et ça peut étonner. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, en fait, quand j'ai été enfant, je sais que mes parents m'ont expliqué que, en fait, déjà toute petite, j'étais intéressée par la médecine, par la science, et même toute petite, je leur disais que je voulais devenir chirurgienne. Voilà, donc déjà, j'avais envie de... Tu voulais ouvrir les gens, ouais. Disons-le. Disons que j'avais de l'ambition quand même un peu. Je voyais un peu la femme chirurgien vraiment comme un modèle de réussite finalement. Et tu en avais des modèles parce que franchement, il y a quand même encore aujourd'hui, donc encore moins à l'époque, de femmes chirurgiennes. Est-ce que ça t'est venu sans avoir de modèle ? Alors effectivement, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que les études de médecine sont très plébiscitées, notamment par les femmes, par des étudiantes qui ont souvent un parcours scolaire aussi un peu plus construit et on va dire de meilleurs résultats que les hommes, en tout cas au niveau du lycée. Donc souvent, elles réussissent un peu mieux à les études de médecine et c'est vrai que le pourcentage, je crois que c'est 60% quand même de femmes en études de médecine et 40% d'hommes. Et ce serait intéressant, je ne sais pas si tu le connais, de savoir le pourcentage de chirurgiens de femmes vs d'hommes, parce que j'ai l'impression que comme malheureusement souvent quand on arrive à des postes à haute responsabilité, le pourcentage s'inverse. Alors qu'elle partait avec plus de billes, quoi. Je le connais pas justement ce pourcentage-là, mais c'est vrai. Juste t'as pu voir. Voilà, juste de mon expérience, effectivement, de ce que j'ai pu voir à l'hôpital, il y a beaucoup moins de femmes qui sont dans les postes très haut placés, à la direction, même des hôpitaux, ou dans des postes de chirurgie. C'est vrai, de par quand même le parcours qui est encore plus exigeant, je dirais, et parfois une envie quand même d'avoir une liberté un peu plus importante quand on est une femme. Je pense que, sans parler de maternité, de tout ça, qui pour moi aujourd'hui ne devrait pas être un problème, ça devrait pas être une question. On ne devrait pas mettre des bâtons dans les roues aux femmes par rapport à ça. On est d'accord là-dessus, je pense. Mais de réflexion personnelle aussi, je pense qu'on a envie pas seulement de construire une carrière professionnelle, mais on a envie de s'épanouir aussi dans plein d'autres domaines. Et on peut mettre la priorité aussi sur notre liberté. Et c'est vrai, quand on est chirurgien, c'est souvent à l'hôpital ou en clinique, et on a quand même des horaires extrêmement contraignants, et c'est quand même des carrières très difficiles, enfin plus difficiles en tout cas qu'être médecin généraliste par exemple. Ouais, j'avais lu ça, je crois, parce que du coup, c'est la Salamé qui a reçu dans Femme Puissante une femme chirurgienne. Et que c'était, en fait, on peut t'appeler un soir au dîner, on te dit, en fait, là, il y a une urgence, tu dois venir opérer la personne. Et ouais, c'est un mode de vie dingue, et c'est intéressant ce que tu dis. Alors, on en reparlera peut-être, mais tu vois, toujours, c'est vrai, on se pose toujours la question de pourquoi il y a des femmes, il y a moins de femmes à des postes à haute responsabilité. Et je pense que c'est à la fois encore un système qui ne laisse pas les mêmes opportunités aux hommes qu'aux femmes. Ah, tout à fait. Mais aussi le fait que comme... En fait, sociologiquement, on va se projeter sur ce qu'on connaît et ce qu'on nous a montré. Comme tu dis, en fait, dès le plus jeune âge, on a conscience que
on a plus conscience que le carrière, c'est pas toute notre vie, parce que c'est ce qu'on a vu avec nos mamans, avec nos grands-mères, peut-être avec nos tantes, avec ce que les médias nous ont montré, alors que les hommes, en fait, pour certains, c'est vraiment la carrière avant tout, c'est ça qui va définir le statut de la personne, donc c'est plus une carrière qu'ils vont envisager sans se poser forcément plus la question de l'équilibre que nous on se pose, quoi. Je suis tout à fait d'accord, et c'est en cela que moi je suis vraiment ravie de l'éducation que j'ai pu avoir, et je remercie énormément mes parents par rapport à ça, parce que ma mère nous a toujours inculqué vraiment la valeur du travail, et même si elle, en fait, a tout donné à sa famille, c'est un peu sacrifié quand même pour nous, quand même, hein, il faut le dire. Mais elle a toujours travaillé, et elle nous a vraiment justement inculqué le fait de ne pas se mettre de limites et de viser très haut, de viser extrêmement haut. Et bien que je n'ai personne dans ma famille, tu me posais la question tout à l'heure, qui n'a fait un parcours dans les études médicales, ouais. enfin, dans le soin en général. J'avais pas cet exemple-là, mais pour le coup... je me suis lancée parce que justement j'avais le soutien, j'avais la confiance de mes proches, et ma mère vraiment voyait. Alors aujourd'hui j'ai un peu évolué aussi dans ma réflexion, hein, mais en tout cas pour mes parents vraiment la réussite passait par la réussite professionnelle, et donc par une carrière et un métier extrêmement glorifié, quoi, voilà, reconnu, un peu glorifié, ouais. reconnu, en effet. Et c'est vrai que les médecins, comme je sais pas, les avocats, font partie de ces professions un peu qu'on a toujours mis un peu sur un piédestal. Ouais. Bien évidemment, aujourd'hui, j'ai une réflexion qui est quand même un peu différente de par mon parcours, mais voilà, c'est vrai que je suis très reconnaissante d'avoir reçu quand même cette éducation autour des valeurs du travail, parce que voilà, même ma sœur s'en sort plutôt bien, mon frère aussi, voilà, il sait ce que c'est de travailler, et ils n'ont pas peur de... C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est vrai que beaucoup de gens ne s'autorisent pas à viser, tu vois, des postes qui nous paraissent inatteignables, ou en tout cas qui sont à haute responsabilité, parce qu'on leur a pas forcément donné le soutien, ou qu'on leur a pas laissé croire qu'ils pouvaient le faire. D'où l'importance des rôles modèles, en fait, je trouve, parce qu'aujourd'hui, tu vois, peut-être toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu montres que tu as pu être médecin et mise à côté, et dans tous les cas, même juste d'être médecin, tu vois, tu peux inspirer d'autres femmes qui peut-être n'y pensaient même pas, à se dire, en fait, si, je peux le faire, si jamais elles n'ont pas eu le soutien et la confiance de la part de leur environnement familial, quoi. Ouais, tout à fait. Je pense que avoir confiance en soi, ça part quand même de la base, hein, d'une relation saine et aimante avec ses proches. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Parfois, on peut avoir des manques, des blessures de par notre enfance et notre éducation. Et nous, on a eu cette chance-là, quoi. Bien que mes parents, très sincèrement, ont vraiment pas grand-chose... monétairement, ils n'ont pas beaucoup pu nous aider, mais malgré tout ça, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, et du coup, aujourd'hui, on en est là. Et surtout, voilà, ils nous ont vraiment aidés à nous construire... de prendre, effectivement, d'avoir notre place. On est quand même une famille, on est 3 enfants, et on a chacun notre place. Et ça, je trouve que c'est vraiment... pour le coup, ça m'inspire énormément, moi, pour ma future famille, j'espère. D'avoir... de chacun dans notre individualité, on a vraiment été soutenus et encouragés, et on a cultivé nos différences aussi. Et c'est super important, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai. On est tous les 3 extrêmement proches. On se soutient beaucoup, et en même temps, on est super conscient de notre valeur individuelle. Ouais. Ça, c'est vraiment c'est une vraie chance de ne pas avoir été comparé forcément, et de ne pas forcément avoir les mêmes parcours. Donc du coup, c'est marrant, je trouve ce que tu partages, c'est qu'en fait, c'était peut-être au début un peu le rêve de tes parents que tu deviennes médecin, parce que c'était leur vision de la réussite, mais toi, à aucun moment, tu t'es dit c'est pas pour moi, quoi. T'as vraiment embrassé ce choix, et c'est devenu ton rêve aussi, quoi. Alors moi, du coup, j'aimais énormément la science. J'étais plutôt douée en sciences, et j'ai aimé la science. Aimé chercher, je voulais un métier quand même utile. Vraiment, j'avais vraiment envie de me sentir utile, de rentrer chez moi le soir et de me dire j'ai servi à quelque chose, j'ai servi à quelqu'un. Voilà. Et c'est vrai que le soin m'est apparu comme le secteur... le plus utile à tes yeux, presque le plus utile, en effet, et au contact aussi de l'humain. J'ai toujours aimé échanger aussi avec les autres, être vraiment au contact. Donc finalement, dans ma réflexion de lycéenne, je me suis dit pourquoi pas les études de médecine, mais j'avais pas que ça aussi en tête. Et c'est quand même
Aussi, à un moment, je crois qu'il y a eu j'ai eu comment dire, pas un regain d'ego, mais voilà, j'ai pris aussi cette décision un peu par ego, je pense, avec le recul, parce que j'aimais aussi tout ce qui a trait à l'art. Donc, à l'art et à la science, forcément. Donc, j'avais trouvé aussi le métier d'architecte, même urbaniste, je voulais travailler aussi dans la création des écoquartiers, voilà. Et donc j'avais un peu ces deux options en parallèle, et donc j'ai postulé pour une école d'architecte qui était en partenariat avec une école d'ingénieurs à Lyon, et j'ai postulé aussi bien sûr en parallèle pour la fac de médecine. La fac de médecine, c'est la fac, donc c'était accessible à tout le monde, j'étais pas très inquiète pour ça. Par contre, j'ai pas pu passer le concours de cette école d'archi, et c'était vraiment l'école que je voulais, c'était celle-là, c'était pas une autre. Je voulais pas partir ailleurs, je voulais pas être très loin de chez mes parents, voilà, je voulais vraiment aller à Lyon. Et j'ai pas pu postuler alors que j'avais un dossier en béton. J'avais eu 18 au bac, mention très bien. Enfin voilà, j'avais des super notes, et j'ai eu une très mauvaise note en français. Et c'était rédhibitoire. Ah ouais. Et en fait, je l'ai pris vraiment comme presque comment dire, un échec. Alors pas vraiment un échec, mais presque un signe du destin aussi, qui me disait, bah voilà, t'arrives pas à choisir entre les deux. Ouais. Bah écoute, là, on te ferme la porte de l'école d'archi, et c'est qu'il faut que t'ailles en médecine. Et je me suis dit, ouais, je vais pas insister. Voilà, s'ils me veulent pas dans leur école, c'est pour ça que c'est leur perte. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu un accès d'ego à ce moment-là, je crois, où je me suis dit, ouais, ils me veulent pas dans leur école, et bah tant pis, c'est que j'ai mieux à faire en médecine, et en fait, je me suis énormément épanouie dans mes études de médecine, et c'est un métier qui me correspond totalement, donc je pense que parfois le destin est bien fait aussi. C'est sûr, non mais puis mieux vaut le prendre comme ça que, tu vois, se pleurer entre guillemets dessus et se dire que t'as raté une opportunité. Est-ce que c'était le même système à l'époque? Parce que je sais que j'ai eu quelques questions par rapport à ça quand j'ai dit que tu venais sur InPower. Ce système, si j'ai bien compris, en fait, où les places en médecine sont aléatoires. Alors, en fait, aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, la première année de médecine. À l'époque, en fait, tout le monde s'inscrivait et on passait un concours pour rentrer dans deuxième année. D'accord. Et c'est un concours... tout le monde pouvait aller en première année? Tout le monde pouvait aller en première année, ouais. Ok. À peu près, je dirais. Vraiment, t'avais quand même un nombre de places, voilà, de manière logistique, forcément, t'as toujours un nombre de places à la fac, mais c'était quand même très ouvert. Voilà, il n'y avait pas d'histoire de bac ou de mention. Voilà, c'était vraiment accessible à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que les places sont chères, et du coup, le système a aussi un petit peu changé. Il y a deux manières aujourd'hui de faire. Soit on passe par la voie, effectivement, des études de médecine qui s'appellent PASS, et donc les places sont un peu plus limitées, je dirais. Soit on passe par des licences avec des modules de santé, en fait, qu'on va passer. Donc en fait, on va avoir un tronc commun avec des matières qui peuvent être très classiques, voilà, des langues, de l'histoire géo, de l'économie, enfin vraiment un socle qui n'a rien à voir finalement avec la santé, et à côté des matières santé, ce qui en fait permet aux personnes qui soit ne sont pas encore très sûres de leur choix, soit des personnes qui ne vont pas réussir forcément à passer en médecine, d'avoir quand même ce socle commun pour se réorienter. Ok. L'idée, c'était ça, en fait, à la base, c'était de se dire, bon, c'est dommage de passer 2 ans en première année de médecine pour ne pas réussir et finalement avoir ces 2 années un peu de perdu. Donc, ils ont essayé de repenser un peu le système. Ça a été un très compliqué pour les étudiants parce que, comme tout changement, en fait, aussi au niveau universitaire, ça a été très compliqué. Ils n'ont pas très bien géré. Les étudiants se sont sentis un peu débordés par la charge de travail. C'était mal réparti. Donc voilà, ça a été compliqué, mais aujourd'hui le système est comme ça. Soit on passe par donc une PASS, donc une première année accès santé, soit une licence. Et en fait, il y a des passerelles entre les deux. D'accord. Voilà. Ça ouvre plus de portes, disons. Disons que l'idée, oui, c'est ça. C'est de se dire, si jamais on valide pas médecine, enfin en tout cas les années santé, parce qu'il n'y a pas que médecine, hein, il y a pharmacie, dentaire, kiné, etc. Il y a d'autres cursus. Mais si on valide pas, on peut se réorienter derrière, on n'a pas tout perdu, quoi. Ouais. Et donc, du coup, toi, à quel moment entre l'aventure Miss France dans ce chemin, dans ce parcours? Alors, moi, du coup, c'est un gros concours de circonstances. Je dirais que que j'ai accepté de participer à mon premier casting de Miss. Pour vous raconter un petit peu, en fait, moi, j'ai une grand-mère, ma grand-mère paternelle, qui était absolument fan des paillettes.
Voilà, de toutes les paillettes. Elle lisait Gala, elle était passionnée par les histoires de royauté. Miss France, pour elle, c'était le Graal absolu. Et en fait, c'est très drôle parce que depuis que je suis toute petite, elle me disait « Un jour, tu seras Miss France ». Et bien sûr, quand t'es une petite fille, tu trouves ça mignon. Après, quand t'es ado, tu te dis, mais elle est complètement à côté de la plaque, ma grand-mère, là. En plus, moi, j'étais pas du tout féminine. J'étais vraiment la jeune fille en basket qui jouait au foot avec ses potes. Vraiment pas du tout féminine. Hein. Ouais, moins paillette que ta grand-mère, du coup. Ah ouais, vraiment ce style un peu garçon manqué, quand même. Et puis... Enfin, voilà, ma maman est pas forcément extrêmement coquette non plus, donc voilà, j'avais pas aussi ce modèle de féminité extérieure en tout cas. Donc, voilà, en tout cas, moi, ça me posait aucun souci, mais j'étais pas très féminine, donc je comprenais pas en fait le lien entre moi et Miss France, où je me disais mais je te corresponds pas du tout au concours, et en plus, voilà, après je me suis lancée dans les études de médecine, je me suis dit c'est pas du tout compatible. Et en fait, donc ma grand-mère est décédée le jour de mes 18 ans. Donc j'ai trouvé aussi que c'était encore un peu un signe... moi, je vois des signes du destin un peu partout, hein, mais je crois énormément au destin, au fait qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont écrites et qu'il y a aussi nos proches, notre entourage qui nous portent d'une manière ou d'une autre. Et du coup, elle m'avait fait promettre, juste avant de mourir, de participer au concours de Miss France, un jour. Enfin, d'essayer. Donc, elle a décédé le jour de mes 18 ans. J'ai passé la première année de médecine. Et c'est vrai que cette année a été extrêmement difficile. J'ai rencontré des amis à la fac très sympathiques. Voilà, on s'est fait un petit groupe d'amis. Mais les études de médecine, c'est quand même un milieu très fermé, je trouve. C'est un peu un petit monde d'entre-soi, je dirais. Ouais. Avec un vocabulaire particulier, avec des fils et filles de médecins. Enfin, voilà, c'est... quand même pas facile et finalement il me manquait quelque chose, voilà, il me manquait une ouverture d'esprit, il me manquait de la rencontre avec d'autres personnes, voilà. Et cette année-là aussi j'ai rencontré par hasard le comité donc Miss Bourgogne, donc de ma région, qui était en fait un peu en train de recruter des filles pour se présenter au casting. Et j'avais commencé l'année auparavant à faire des défilés de mode avec un créateur de ma région qui juste avait besoin de filles un peu grandes, un peu menues pour porter ses robes. On avait fait des défilés pour le Téléthon, donc moi je trouvais que la cause était super. Et voilà. Je le faisais vraiment juste en me disant « Oh bah tiens, si ça peut m'apporter un petit peu d'aisance, je peux apprendre à me maquiller, je peux apprendre à marcher avec des talons, c'est peut-être pas trop mal. » Et voilà, je l'ai vraiment pris comme une expérience. Et donc, de par cette promesse que j'avais faite à ma grand-mère, la rencontre un peu... impromptu avec les membres du comité Miss Bourgogne, le fait que j'avais commencé un peu à défiler, à faire quelques photos, je me suis dit, bon, quand même, il y a encore une fois quelques signes là qui m'indiquent que peut-être je devrais tenter l'expérience. Et donc, je me suis inscrite au casting donc, pour Miss Saône-et-Loire. Donc, en fait, ça commence comme ça. Souvent, hein, Miss France, ça commence par l'étape du département. Et je me suis inscrite au casting qui avait lieu 2 semaines après le concours de la première année de médecine. Donc pour moi, les planètes étaient alignées. Je me suis dit, c'est bon, j'ai passé mon concours. Je n'avais pas les résultats. Mais je me suis dit, au moins, là, je vis une petite expérience un peu plus légère. Ouais. Je vais rencontrer des filles de mon âge, de ma région aussi. Ça va tout simplement m'ouvrir l'esprit sur autre chose. Et puis, je pense que dans certaines études comme celle de médecine, qui sont quand même très engageantes, très prenantes, difficiles à vivre psychologiquement, en fait, c'est bien d'avoir comme tu dis, que ce soit un truc plus léger, mais en tout cas quelque chose qui nous fait souffler. Et même, j'ai envie de dire, pas un seul objectif. Je trouve dans la vie, c'est très difficile quand tu mets tous tes espoirs, toutes tes attentes dans une seule issue. Parce que le jour où ça se passe pas comme tu l'espérais, en fait, c'est une désillusion qui est difficile, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de, effectivement, pas se fixer un seul objectif et aussi ce que ça peut t'apporter de vivre... effectivement, une expérience un peu plus légère, qui peut paraître de l'extérieur même... superficielle. Oui, voilà. Ça peut paraître ça. Voilà, même superficielle, mais oui, moi, je le voyais pas comme ça. Ouais. Et ça m'a beaucoup apporté, justement, en termes de confiance en moi. Aussi, voilà, pour me connaître un peu plus aussi, en tant que jeune femme. Parce que quand même, quand on participe à un concours de Miss, il faut quand même être
être fière d'être là, quoi. Parler un peu de son parcours, de ses centres d'intérêt. Souvent, on nous pose des questions aussi sur qui on est, sur ce à quoi on inspire aussi plus tard. Et en fait, on nous pose ces questions-là alors qu'on a 18 ans, 19 ans. Ouais, ça te demande de faire un peu d'introspection, quoi. Ouais, c'est pas forcément des questions qu'on se pose, du coup, à cet âge-là. Et du coup, j'ai trouvé que ça m'avait fait vraiment grandir extrêmement vite, enfin, mûrir beaucoup plus vite. Et du coup, oui, personnellement, ça apporte aussi beaucoup. Ouais. Et oui, je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que c'est bien de s'ouvrir à plusieurs types d'expériences. Et c'est vrai que, comme je le disais au début, je pensais la réussite comme une réussite forcément professionnelle et avec un métier qui est reconnu socialement, alors que finalement, ça peut passer par tellement de chemins différents, par tellement d'étapes et par une finalité qui est parfois inattendue aussi, mais qui peut-être va plus t'épanouir. Ouais. Et ça, c'est l'expérience Miss France qui t'a aussi permis de le réaliser. Parce que j'imagine, alors on peut en venir à l'élection, etc., mais que tu vois tellement, pour avoir reçu Alexandra Rosenfeld aussi sur le podcast, tu vois tellement du monde en un an auquel tu n'étais pas forcément confronté avant, surtout que toi, à 19 ans, je crois que tu as remporté l'élection, donc un jeune âge. Comment cette expérience de Miss t'a changé ? Elle m'a changé en beaucoup, beaucoup de points. C'est vrai qu'on fait énormément de rencontres, et de ces rencontres, forcément, on tire toujours quelque chose. J'ai été extrêmement inspirée par de nombreuses personnes que j'ai pu rencontrer. Je me rappelle avoir rencontré Bernadette Chirac lors des pièges jaunes, et j'ai déjeuné en face de Bernadette Chirac. On aime ou on n'aime pas, enfin, je veux pas parler de politique, mais juste cette petite femme qui est vraiment pas très grande, mais elle en impose tellement de charisme, de force qu'elle m'a... Ah oui, j'arrivais même pas à parler en face d'elle. J'étais... d'ailleurs, tu vois, j'arrive même pas à en reparler là. J'étais extrêmement impressionnée, vraiment. Elle savait ce qu'elle voulait. Les quelques moments qu'on a pu partager, j'ai vraiment ressenti cette femme avec une vraie poigne, qui sait où elle veut aller et comment elle va y aller, et qui sait se faire respecter. Et effectivement, j'ai eu plein d'exemples comme ça. J'ai rencontré aussi, énormément de politiques, mais j'ai rencontré aussi des médecins, justement, des professeurs, des chercheurs, parce que de par mon parcours, j'étais souvent invitée dans des soirées pour des causes autour de la médecine, des causes caritatives. Et du coup, forcément, oui, toutes ces personnes, elles m'ont énormément inspirée. Ouais, c'est les rencontres qui t'ont le plus marquée. Ouais, et moi, j'étais effectivement toute jeune femme, toute jeune aussi dans mon parcours de futur médecin. Donc, je trouve que oui, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur la multitude des carrières qu'on peut mener. Et j'avais pas beaucoup confiance en moi. Et aujourd'hui encore, c'est un peu compliqué. J'ai pas toujours confiance en moi. Mais en fait, c'est drôle parce que je me rappelle sur certaines soirées, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à mon voisin qui est député, qui est chercheur, qui est même un artiste, un très grand artiste et tout ça. Je me disais, bon, j'ai pas forcément une culture énorme. Vraiment, mais de quoi je vais pouvoir parler et comment il va me considérer? Parce que je me disais, il va trouver aucun intérêt à ce que je sois à côté de lui. Justement, il va juger l'extérieur sans s'intéresser à l'intérieur. Enfin voilà, j'avais tous ces... À chaque fois, j'avais tout ça qui me bloquait, en fait, où j'osais pas, plus m'extérioriser et montrer qui j'étais à l'intérieur, en fait. Je n'osais pas prendre ma place, voilà. Et en fait, je me rappelle, une fois, on parlait de vin, en fait, parce que venant de Bourgogne, forcément, c'était un sujet assez facile pour moi. Et on parlait de vin, et après on est parti sur un autre sujet, on est parti sur les études, on est parti sur le voyage, la culture, enfin plein de choses. Et finalement, j'ai passé une soirée avec un homme de 50 ans à côté de moi, qui avait une expérience de dingue, un CV de dingue, à parler pendant 3 heures, vraiment pendant tout le dîner. Et à la fin, il me dit « Oh, j'ai passé une soirée extrêmement agréable à côté de vous êtes extrêmement intéressante. » Et ça fait partie de quelques moments où je me suis dit « Mais... » En fait, oui, voilà, t'es jeune et t'es Miss, mais tu peux aujourd'hui prendre confiance en toi et tu peux oser un peu plus, quoi. Oser même juste être toi-même, quoi. Voilà, oser être toi-même, ouais. J'avais
je voulais te demander, tu vois, comment t'affrontais le regard des autres de manière générale, parce que en fait, de l'extérieur, je me dis, mais c'est fou, tu dois subir à la fois les préjugés de la part du monde de la médecine parce que tu as été Miss ou parce que tu étais Miss donc à cette époque, et de l'autre côté peut-être du monde des Miss, être un peu l'ovni, les médecins, enfin, donc tu vois, en fait là, tu nous parles, au final, quand t'arrivais à ces soirées et que tu t'auto-censurais, c'était la peur du regard de l'autre, quoi. C'était vraiment ça. Ah oui, complètement. Et comment tu l'as dépassé au fur et à mesure? Pour moi, ça a été une très belle expérience d'être Miss France et je l'ai toujours assumé, je l'assume encore aujourd'hui. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, bien que j'ai des valeurs très féministes et tout ça. Je trouve que justement, ça, moi, en tant que femme, ça m'a permis d'énormément évoluer. Donc, je trouve que ça a quand même un intérêt que d'avoir ce concours. Après, forcément, je l'ai vécu, donc c'est un peu différent. Mais effectivement, je me mettais aussi une pression énorme parce que j'estimais que je devais assurer dans un rôle, je devais assurer une plastique, je devais assurer une image, je devais porter des valeurs. Et en fait, ça m'a mis une pression énorme de vouloir rentrer dans un rôle, alors que finalement, si je suis devenue Miss France, c'était peut-être plus parce que j'étais moi, en fait. Ouais. Et moi, j'y croyais pas du tout au fait de pouvoir le devenir un jour ou pouvoir gagner ce concours. Et les gens m'ont dit, mais non, mais dans ton discours, tu nous as touchés, t'étais en médecine et tout ça, donc on a senti qu'il y avait quelque chose derrière. Et c'est vrai que moi, je l'ai pas tout de suite réalisé. Je me mettais énormément de pression par rapport à ce rôle-là, alors que finalement, je pouvais être moi, en fait. Ouais. Même dans les interviews, sur les plateaux télé, j'avais du mal à défendre mes positions. J'avais vraiment du mal parce que je me disais non, il faut surtout pas que tu fasses de vagues, faut que tu rentres dans le moule, voilà. Et aujourd'hui, j'ai totalement changé parce que justement, j'ai réalisé tout ça. Et donc, oui, tu me parlais du regard de l'autre, dépasser la donc peur. Effectivement, j'ai eu du mal par rapport à ça, par rapport à mon rôle de Miss France. Et quand j'étais étudiante en médecine, justement, on m'a beaucoup jugée par rapport à ça. On m'attendait dans les stages alors que les étudiants ils sont pas connus. Enfin voilà, c'est des petits étudiants qui arrivent dans des services hospitaliers. A priori, c'est pas le stagiaire qu'on attend toute l'année, quoi. Voilà, c'est ça. On a la liste, ils changent tous les 3 mois, donc voilà, on a l'habitude de voir passer les étudiants et on s'attarde même pas de savoir qui ils sont. C'est pas une critique, hein, parce que je comprends aussi. Enfin, on est juste là pour apprendre, pour être formé et ils le font bien. Mais ils s'attardent pas à savoir qui est l'individu derrière. Sauf que moi, on m'attendait au tournant. Et c'était terrible pour moi. Parce que je me disais, en fait, je vais être jugée dès le début. C'est-à-dire le moindre... Préjugé, en plus. Préjugé, exactement. Le moindre faux pas que je vais pouvoir faire, je sais pas, être en retard, ne pas savoir répondre à une question du professeur sur un sujet médical, alors qu'en fait, on est là pour apprendre, donc on a le droit à l'erreur, et justement, c'est fait pour ça, limite. On est là pour se tromper, et pour justement apprendre de ses erreurs. Mais du coup, ça m'a mis une pression aussi supplémentaire, et parfois, je suis arrivée dans des équipes pas très bienveillantes, justement. Et ça m'a fait énormément de mal parce que j'ai trouvé que les femmes n'étaient pas bienveillantes entre elles. Et j'ai réalisé, en fait, souvent, j'avais beaucoup de critiques de la part d'autres femmes soignantes. Donc ça pouvait être des médecins, des infirmières, des soignantes. Il y a quand même beaucoup de femmes, comme je le disais, dans le milieu du soin. Et ouais, des fois, j'ai entendu les critiques sur mon passage dans les couloirs. J'étais très souvent en basket, décontractée à l'hôpital, parce que voilà. Mais parfois, j'avais envie d'être un peu coquette, puis on fait comme on veut, finalement. Ouais. Donc, de temps en temps, je mettais des talons, et c'est vrai que je suis grande, donc c'était un peu... elle a mis des talons, elle, vraiment, elle se la pète, la miss, là. Et j'ai eu des réflexions comme ça, c'était terrible, j'avais du mal à me positionner, du coup, je savais plus... C'est fou, en fait. Je devais me cacher presque de qui j'étais. Tu devais pas être toi-même, quoi. Ouais. C'est ça. Et c'était vraiment terrible. J'ai eu des stages très durs. Ouais, c'est le cas, je pense, dans beaucoup de milieux professionnels. Et je pense que certaines personnes qui nous écoutent peuvent se reconnaître dans ces propos. Est-ce que tu aurais des conseils à partager pour les personnes qui, justement, ont l'impression qu'elles doivent s'adapter au système, ou qu'elles ont cette peur, de pas être considérées de la même façon si elles sont elles-mêmes. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a aidé à te libérer de, en fait, juste des commentaires, des remarques, des piques, ou de la peur de ce que les gens pourraient penser? Tout simplement, quand en fait j'ai réalisé que c'était une force de mener de front tout ce que je faisais, et que d'être là, c'était déjà énorme, en fait. Que d'être dans les couloirs de l'hôpital avec ma blouse, c'était déjà
c'était déjà énorme. Une victoire, quoi. C'était déjà une victoire. Donc du moment où j'ai compris que ce soit en talon ou pas. Moment où j'ai compris ça, je me suis dit mais c'est bon en fait, tu peux être qui tu es, assume, c'est une fierté et du coup on s'en fiche des qu'en dira-t-on. Et je suis devenue du coup c'est vrai qu'au fur et à mesure du coup de mes études, j'ai pris cette confiance en moi et quand je suis devenue interne, quand j'ai réussi finalement le concours des ECN, donc le concours de l'internat, c'est là où je me suis dit, ça y est, c'est bon, t'es devenu médecin et là, plus personne pourra te dire quoi que ce soit. Et c'est un peu, j'attendais un peu cette validation des acquis, un petit peu, pour me dire, OK, là, c'est bon, tu peux prendre les choses en main, tu peux être toi-même et tu peux te maquiller, arriver en talons et t'habiller comme tu veux à l'hôpital pour ton stage. Tant que c'est dans le respect, bien sûr, des autres. Mais voilà, sois toi-même. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a eu ce switch et je me suis dit, c'est bon, j'ai plus rien à prouver. Ouais. Mais alors, un conseil, je sais pas, un conseil que je pourrais donner, c'est peut-être, effectivement, plutôt que de s'attarder sur la critique, plutôt vraiment s'attarder sur nos forces, tout simplement. Je pense que... il faut pas énormément, il faut essayer de pas se comparer aux autres et de consolider ses forces, je dirais, de vraiment réaliser qu'on a chacun des atouts et des forces et qu'il faut se baser là-dessus. Ouais, et que vous êtes là pour une raison et c'est pas l'apparence physique, quoi. Et après, tu pourras progresser dans plein de domaines, tu pourras évoluer, mais voilà, si t'es dans un milieu professionnel où t'as l'impression que tu t'es pas à ta place ou qu'on te donne pas ta place, eh bien il faut la prendre. Voilà, il faut vraiment te servir de tes bases et de tes forces pour justement oser prendre ta place. Ouais. C'est pas un conseil très concret, mais c'est un peu comme ça que... Non, mais si, parce que comme tu dis, c'est une réflexion en fait intérieure. Plutôt que de voir le pourquoi tu devrais te poser la question de si tu peux mettre talons ou pas, c'est changer de prisme et se dire, mais en fait, pourquoi je me pose la question ? Je suis là, je la mérite cette place, sinon je serais pas là. Et donc exactement. En fait, je m'habille comme je veux. Et puis, je pense que c'est aussi l'assurance qu'on peut dégager, même si au début, elle est pas forcément... pas sincère, j'ai envie de dire, mais en tout cas qu'elle est pas seconde nature, elle vient au fur et à mesure, tu vois. Enfin, j'imagine que, je sais pas, je sais pas si j'en ai parlé dans un podcast récemment, mais j'en ai parlé avec des amis. J'ai remarqué que, en tout cas, les avocates que je peux connaître ont généralement des ongles très fantaisie. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais, tu vois, et qui extériorisent, entre guillemets, un peu cette coquetterie, tu vois, par là. Et qu'en fait, elle pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi quand je suis à la barre ou quand je suis en train de plaider ? Mais en fait, elle se dit, pourquoi pas ? Et autant être moi-même, et je pense que c'est ça au final qui fait que les gens leur posent pas forcément la question ou qu'elles passent au-dessus des critiques, quoi. Ah mais totalement, c'est vrai que si on, je sais pas, si on a envie d'être coquette, si on a quelque chose à mettre en avant, si on a envie de se faire plaisir sur quelque chose qui peut se voir aussi de l'extérieur, eh bien il faut l'assumer. Il faut l'assumer en fait, parce que effectivement, moi quand j'allais à l'hôpital et que oui, ce jour-là j'étais un peu plus maquillée que d'habitude parce que le soir j'avais un rendez-vous important et puis juste j'avais envie en fait d'être maquillée ce jour-là, ou au contraire le lendemain j'étais pas du tout maquillée, j'assumais totalement en fait. On me disait, on me faisait une remarque, je disais oui, et alors ? Ouais, je pense que c'est la bonne façon de procéder. Et alors, on me disait, non, t'as l'air fatiguée aujourd'hui. Non, juste je suis pas maquillée en fait. Ouais. Mais c'est tout. Et du coup, la personne, elle se retrouve complètement bête face à sa réflexion. Elle réalise l'absurdité de la réflexion. Ah oui, tout à fait. Et j'ai jamais eu aucune réflexion de la part des patients. Et moi, c'est ce qui m'importait finalement. C'était de bien faire mon métier et que les patients se sentent bien pris en charge et en confiance avec moi, peu importe si j'étais effectivement en talons, maquillée ou pas. Donc, ouais. Et ça, c'est intéressant. Je me demande aussi... est-ce que certains patients ne te réduisent pas au fait d'être Miss France ? Parce qu'en fait, vu que tu es quand même connue du grand public, je me dis, t'as pas la même carrière qu'une autre médecin. Et tu vois, est-ce que c'est pas fatigant parfois d'être réduite à ça, voire d'avoir le soupçon de compétence, tu vois ? Ça, c'est difficile, en effet. Comme tu dis, c'est joliment dit, le soupçon de compétence. Heureusement, pour l'instant, j'ai pas encore trop fait face à ça, mais parce que j'étais étudiante, du coup, donc j'étais encore en formation, même en étant interne, hein, t'es toujours un peu supervisée en fait par tes pairs, donc t'as toujours quand même le médecin référent qui est pas très loin, donc les patients sont quand même aussi rassurés.
Et puis voilà, on se présente aussi en tant qu'interne, donc ils savent quoi, qu'on est encore en formation. Mais j'ai quand même consulté régulièrement toute seule quoi, dans un bureau, accueilli les patients. Et autant les patients pouvaient me reconnaître et limite ça leur faisait plaisir. Donc ça amenait un petit peu de légèreté ou de joie dans la consultation qui parfois est un peu morose. T'as ce côté, je suis malade, je vais chez le médecin. Parfois, j'ai attendu 3/4 d'heure dans la salle d'attente. Pas très drôle, quoi, comme moment. Et finalement, tiens, c'est notre ancienne Miss France. Qu'est-ce que vous faites là ? Du coup, ça a amené un petit peu d'échange, un peu plus personnel. Alors, faut toujours faire attention à cette limite. Mais j'ai toujours répondu avec plaisir et ça faisait aussi plaisir, du coup, aux patients. Et j'ai jamais été gênée de faire une photo tant que ça restait dans la limite de quelques échanges et quelques minutes, finalement, pour pas que ça empiète sur mon travail. Et j'ai toujours pu reprendre un peu le fil de la consultation et repasser dans mon rôle de médecin. Parce que aussi, les patients, si t'es avec un patient finalement, donc le patient s'il est là, c'est aussi parce qu'il a un besoin, il a quelque chose en tout cas que tu dois prendre en charge, donc il comprenait tout à fait finalement, et heureusement d'ailleurs. C'est vrai. J'espère que ça va durer. J'espère aussi. Mais a priori, oui, en effet, c'est comment toi tu le prends. Et puis après, montrer au patient qu'il est avant tout là pour être soigné. Ouais, ça, c'est c'est une petite subtilité. Connaître le moment où, faut arrêter de parler du coup du parcours ou des miss, et repasser dans la consultation et de reprendre le fil d'une manière plus sérieuse, du coup. Mais ça, pour le coup, je trouve que la blouse, ça aide pas mal. C'est vrai. Mais comme la robe d'avocat, tu vois, on parlait de ces deux métiers-là, mais en fait, c'est aussi socialement reconnu parce que y a des symboles derrière aussi, quoi. Et c'est vrai que la blouse du médecin, ça... En fait, c'est terrible parce que tu vois, j'ai envie de dire, j'ai peur que ça décrédibilise nos propos sur la non-importance de l'apparence physique. C'est qu'en fait, on voit bien que les attributs extérieurs qu'on peut avoir vont jouer dans l'imaginaire des gens sur nos compétences. Mais alors que, moi, je suis pour une société où ça devient différent, tu vois. Et je pense que ça bouge. J'ai reçu notamment, je sais pas si vous avez écouté cet épisode, mais j'ai reçu Sabrina Erlori, qui est l'ancienne directrice générale de MAC Cosmetics en France. Et tu vois, qui est une femme coquette, qui l'a toujours assumée et qui est une grande businesswoman. Et en fait, tu vois, elle a toujours revendiqué cette féminité, cette coquetterie. Parce que, en fait, c'est vrai que si on n'a pas de personnes comme elle, en fait, ça bougera pas. Et une femme devrait toujours être très sérieuse, pas trop sourire, être pas maquillée pour qu'on lui fasse confiance, entre guillemets, quoi. Ouais. Donc, toi, heureusement, même si t'avais la blouse, tu pouvais mettre tes talons, tu pouvais te maquiller. Et... c'est vrai que la blouse, dans le milieu du soin, c'est quand même, effectivement... ça peut amener une confiance supplémentaire, comme tu dis, être un attribut des compétences qu'il y a derrière. Mais par contre, quand on est médecin généraliste, souvent, on porte pas la blouse. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que, justement, on a envie de créer un peu un lien de proximité avec le patient. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui, effectivement, montrent que un médecin qui va être habillé normalement, finalement, peut créer en fait ce lien et cette relation empathique avec son patient plus facilement. Et c'est juste fou en fait, parce que la relation avec le patient, c'est la base du soin quand même. Donc finalement, tous les médecins cherchent à créer cette relation et à amener leurs patients vers une prise en charge, je cherche mes mots. Une prise de conscience de leur état et pouvoir les aider en fait et les amener vers le soin. C'est pas juste, aujourd'hui on n'est pas juste prescripteur, quoi. Vraiment, c'est un accompagnement finalement. Écoute, et pourtant à l'hôpital ils gardent aussi énormément la blouse. Parce que aussi il y a un côté sanitaire à avoir la blouse. Mais alors que finalement, de ne pas l'avoir, ça a aussi un intérêt dans la relation. Ça dépend vraiment du soin et de la moi aussi, je cherche mes mots, de la consultation en question. Écoute, tu me fais une parfaite transition avec un point que je voulais aborder. En plus, juste avant de commencer le podcast, tu me disais que tu avais écouté celui avec Charles et Ava, que je vous recommande chaudement. Pour resituer, donc, qui sont des anciens étudiants en médecine qui ont tout arrêté en 5e année pour ouvrir notamment leur entreprise d'atelier de pâtisserie.
Et eux, parce que tu disais qu'aujourd'hui tous les médecins sont pas juste dans la prescription, ils sont vraiment dans la prise en charge, ben tu vois, ils partagent un témoignage tout autre. Et notamment Charles partage la désillusion qu'il a eue pendant qu'il était interne, où enfin voilà, il parle d'un élément particulièrement difficile où on a presque laissé mourir un patient, tu vois, et où en fait ça l'a vraiment dégoûté. Et c'est pas juste cet épisode-là, ça a été répété. Et donc voilà, je me suis demandé si toi, pendant tes années d'internat, t'as pas été à un moment dégoûté du milieu médical. Est-ce que t'as pas eu de désillusion? Parce que quand même, l'image qu'on s'en fait, je pense, est très différente de la réalité. Et d'autant plus... Bon, non, c'est une autre question, donc d'abord réponds à ça. Là, j'enchaîne trop. On va structurer. Alors chaque chose en son temps. Oui, j'ai été quand même... j'ai pu être dégoûtée à certains moments de... la prise en charge des patients et du comportement de certains médecins. Déjà, il y a énormément de sexisme à l'hôpital. Et ça, pour moi, c'était très difficile à vivre, très très difficile. Et c'est ce qui d'ailleurs m'a éloignée de la chirurgie. Parce que, on le disait, il y a quand même un peu moins de femmes en chirurgie. Beaucoup moins. Voilà, un peu plus d'hommes, aussi parfois un petit peu plus âgés, qui ont des soupçons de compétences. Qui ont des manières un peu à l'ancienne. Et il y a eu moi j'ai ressenti énormément de sexisme à l'hôpital, peut-être aussi de par mon physique. Voilà, c'était peut-être plus facile d'y aller entre guillemets avec moi. Et c'était franchement, ça m'a dégoûtée. Ça m'a vraiment dégoûtée et j'espère vraiment que les choses vont évoluer à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je suis vraiment très contente qu'aujourd'hui, la parole se libère aussi. De plus en plus, les étudiantes osent prendre la parole sur ces sujets-là. Il y a eu une grosse... il y a une enquête actuellement à la faculté de Tours, il me semble que c'est Tours, pour justement des faits d'agression sexuelle, de choses comme ça. Donc aujourd'hui, la parole se libère au sein des études de médecine, et heureusement, parce que vraiment, il y a encore beaucoup à faire et c'est pas normal dans un lieu public, hein, on est à l'hôpital, dans un lieu où on est dans le soin, dans la bienveillance, qu'il y ait des choses comme ça qui puissent arriver. Et aussi, j'ai vu aussi bien sûr le manque de moyens et le manque parfois d'humanité de certains médecins. Et en fait, c'est comme dans tout métier, hein, j'ai envie de te dire. Hein. T'en as qui sont passionnés par leur métier et qui vont mettre le cœur sur la table et qui vont tout donner pour leurs patients et qui, du coup, vont donner de leur temps, de leur énergie, de leur affection, voilà. Et t'as aussi des personnes qui sont là parce que pour la gloire, pour l'argent et pour le succès et ce que ça apporte. Et donc forcément, oui, t'as des médecins qui sont beaucoup moins intéressés par ce que peut ressentir et vivre le patient. Aujourd'hui, quand je disais qu'aujourd'hui les médecins sont plus tournés vers l'accompagnement que la prescription, c'est vrai, mais c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement, mais j'espère que ça va le devenir. Mais on se rend compte de justement ce que c'est aujourd'hui le bien-être. C'est global, c'est pas juste physique, c'est mental aussi. Donc il faut que tu puisses aussi rassurer ton patient et voir un peu ce qu'il a dans la tête et lui parler de ses émotions et l'accompagner là-dessus. Mais ça vient aussi d'un manque de moyens. Ouais. Le fait qu'on puisse pas aller toujours dans l'accompagnement, c'est parce que parfois il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de soigner la maladie, donc de prescrire les thérapeutiques. Et puis j'ai pas le temps, il faut que je cours vite aller voir un autre patient dans une autre chambre, voilà. Donc forcément, c'est un tout. Bien sûr, il y a comme je le disais, il y a la personnalité de certains et les motivations de certains qui ne sont pas saines, et aussi un vrai manque de moyens. Et du coup, est-ce que tu t'es pas dit à un moment, je crois que j'avais eu ces questions qui sont revenues aussi, tu t'es pas dit à un moment que tu voulais plus t'orienter vers de la médecine holistique, tu vois, on voit de plus en plus de naturopathes, et où justement il manque peut-être de crédibilité, alors que le principe c'est d'aller à la racine du mal et de, tu vois, vraiment le soigner et pas juste de mettre un pansement. Ouais, je sais pas si tu t'es posé cette question, je peux comprendre pourquoi pas, mais je suis curieuse de savoir pourquoi pas, justement. Eh bien justement, je suis très ouverte à toutes les médecines alternatives. Je souhaite, j'ai envie d'exercer en tant que médecin généraliste avec justement cette ouverture d'esprit pour aller dans le soin global du patient. Et je sais que pour certains patients, ça peut passer par des expériences et des médecines qui peuvent être subjectives et qui leur font du bien. Donc en fait, pourquoi se fermer les portes de certaines
méthodes de soins qui peuvent vraiment apporter un plus et un bien-être complémentaire. Donc aujourd'hui, bien sûr, la base pour moi, c'est la médecine validée par la science, qu'on appelle EBM, Evidence-Based Medicine. Il faut connaître ça, il faut suivre un peu l'actualité, les études scientifiques, voir ce qui a été prouvé, pas prouvé, mais il faut aussi savoir pouvoir conseiller son patient vers des thérapeutes qui sont conscients de leur capacité, mais aussi de leurs limites. Voilà, on ne peut pas tout traiter avec une médecine douce, donc il faut simplement pouvoir effectivement orienter vers des gens qui ont des compétences, mais qui sont conscients de leurs limites et avec lesquels on va pouvoir travailler en collaboration. Ouais. Et donc, je ne suis pas pour mettre des barrières entre les différents types de soignants, que ce soit des médecins ou des thérapeutes alternatifs. J'ai pas du tout envie de mettre des barrières, j'ai plus envie de créer des ponts et qu'on travaille tous ensemble. Ouais. Et c'est pour ça qu'effectivement, sur mes réseaux sociaux ou même dans ma formation, je m'intéresse vraiment à tout ce qui a trait au bien-être en général. Voilà, je suis très sportive, j'ai fait un DU de nutrition parce que je crois beaucoup à la santé par ce qu'on a dans notre assiette. Je m'intéresse aussi à l'hypnose, à l'acupuncture, moi je vais chez l'ostéopathe par exemple, voilà, donc je me suis fait énormément critiquer par exemple sur une chronique que j'ai fait sur RTL sur l'ostéopathie, où pourtant j'expliquais justement que ça peut apporter des bienfaits à certaines personnes, mais que ça a ses limites et qu'il faut savoir connaître les limites et qu'il faut savoir aussi adresser vers un bon thérapeute. Et je me suis faite dézinguée par la communauté médicale. Oh mon Dieu, elle a fait une chronique sur l'ostéopathie. Oui, non, mais la réalité, c'est que les gens vont chez l'ostéopathe, en fait. Donc, il faut savoir leur expliquer pourquoi, comment, à ce à quoi il faut faire attention, surtout d'en parler à leur médecin généraliste. Voilà, pour pouvoir mettre les drapeaux rouges et dire ok, c'est bien pour ça, par contre c'est pas bien pour ça, et attention. Mais surtout qu'ils ont des diplômes quand même, les ostéopathes, quoi. On parle pas non plus d'une profession qui n'est pas du tout encadrée. Oui, bien sûr, fou, hein. Mais aujourd'hui ça n'a pas prouvé ses preuves dans les études scientifiques sur les bienfaits. Donc c'est là où finalement tous les médecins qui sont justement pas très ouverts à d'autres types de soins, les résultats des études. Voilà. Mais je le comprends, en fait, je comprends leur position, parce que bien sûr la science c'est objectif, on n'invente rien, ça s'invente pas, quoi. La science, et quand on veut du résultat dans des traitements, il faut absolument qu'on passe par des études scientifiques, et heureusement, tu vois, les thérapies contre le cancer, tu vois, c'est vrai. Heureusement que tu vois, il y a des études extrêmement sérieuses là-dessus, et que voilà, comme tu dis, on n'y va pas au petit bonheur la chance. Mais pour le reste, tant que le patient retire du bénéfice, il faut savoir quand même se poser la question et se dire ok, peut-être que telle personne, elle aurait besoin d'un complément de thérapie. Totalement. Et on va revenir peut-être juste parce que je me rends compte que le temps passe et qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Non, mais je parle trop. Tout est très intéressant et on est là pour parler. Mais il y avait eu beaucoup de questions sur comment tu t'es organisée entre tes études de médecine et ta vie en dehors, notamment après ta vie de Miss. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes conseils d'organisation et peut-être comment... je crois que tu as sorti un livre justement sur les études de médecine et notamment comment savoir travailler de manière efficace. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé au fil de ces quasiment 10 années de travail entre tes projets, les études et puis la vie perso aussi, quoi? Effectivement, énormément d'organisation, c'est le mot. Je vais pas vous mentir, ça a été parfois compliqué. Ça a été vraiment presque du Tetris de faire rentrer les différents projets dans un planning et dans des journées de 24 heures qui ne vont pas s'allonger. J'ai pas malheureusement. Voilà, on va faire une étude là-dessus peut-être. Voilà. Mais... Non, je suis pas maître du temps. Donc, comment j'ai fait ? J'ai essayé de répartir mon temps entre mes études de médecine et le reste. Voilà, pour moi, et le reste, c'était tout le reste, en fait. C'était, voilà. Donc, finalement, dans tout le reste, il y avait quand même beaucoup de choses, puisqu'il y avait donc mes différents projets, donc avec des marques en tant qu'ambassadrice, de l'engagement associatif aussi, parce que ça m'a toujours tenu à cœur. Donc, j'ai toujours fait pas mal de choses aussi pour des associations. Mes proches, quand même, ma famille, mon chéri. Donc finalement, dans le reste, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a la vie perso, de couple, familiale, le développement d'une carrière médiatique, voilà. Donc j'ai essayé de faire, un 70-30. Donc 70%, on va dire, les études de médecine et 30% le reste. Mais ce qui voulait dire que
j'avais des obligations à la faculté avec des examens, des TD, voilà, enfin des cours obligatoires où voilà, je devais signer ma présence. Donc là, j'ai pas pu faire autrement. Mais par contre, les cours à la faculté n'étaient pas obligatoires. Les cours. Donc en fait, je pouvais apprendre, réviser la médecine et mes chapitres dans des livres. Ouais. Donc finalement, c'est ce que j'ai fait. Je suis pas allée énormément sur les bancs de la fac. Et du coup, je révisais beaucoup dans les transports, donc dans le train pour aller à Paris. Dès que j'allais chez ma famille aussi, voilà, le moindre trajet finalement pour moi était un moment aussi où je pouvais réviser. Et ce qui voulait dire aussi que j'avais pas beaucoup de temps. Enfin, en fait, du coup, de pas aller à la fac, ça me libérait du temps pour participer à des événements ou honorer un contrat ou voilà, pouvoir être présente pour une association. Mais ça voulait dire aussi que j'avais pas de week-end. Parce qu'en fait, soit ces événements-là avaient lieu le week-end, et tant mieux, mais la plupart du temps, c'était plutôt en semaine. Et donc, du coup, j'étais pas en train de travailler à ce moment-là. Enfin, je travaillais dans le train, comme je disais, mais après, voilà, quand j'arrivais sur place à Paris ou sur l'événement, tu vois, tu mets pause la médecine et puis tu switches et tu passes à ton autre rôle, à ton autre Anna vie. Montana. Voilà. Non, mais c'était vraiment ça. Et du coup, j'avais pas de week-end, en fait. Parce que les week-ends, ils me servaient à rattraper que j'avais pas eu le temps de travailler la semaine. Ouais. Donc rattraper mon retard sur mon planning de révision des études de médecine. Et aussi à passer quand même un petit peu de temps de temps en temps avec mes proches. Mais du coup, il fallait que je fasse aussi un peu le tri, quoi. Que je choisisse avec qui je pouvais consacrer... à qui consacrer du temps. Et a fortiori, je me suis éloignée de beaucoup d'amis et de beaucoup de proches. Parce que j'avais pas le temps. Malheureusement, j'avais pas le temps de leur consacrer du temps. Et il y a beaucoup d'amis qui, suite à Miss France, n'ont pas trop compris justement que j'étais moins dispo, qu'on pensait que peut-être j'avais pris un peu la grosse tête ou que ça m'intéressait pas d'aller passer du temps avec eux, alors que pas du tout. C'est juste que j'avais plus le temps dans ma vie, en fait. Ouais. Moi, les soirées, si tu veux, les soirées étudiantes... j'en faisais peut-être 4 dans l'année. Ouais. Parce que pour moi, ça voulait dire trop de fatigue et ça voulait dire ne pas réussir à me lever le lendemain alors que j'avais du travail. Et c'était pas envisageable. Donc là, je suis passée vraiment dans un modèle pro à 20 ans, quoi. Ouais. Voilà. À 20 ans, j'étais déjà avec un planning de ministre, timé à moindre heure. Je travaillais des fois la nuit parce que il fallait que je réussisse à mener tout ça. Et je vois... Et j'ai une de mes managers qui fait comme ça. Et oui, et j'ai eu énormément d'aide aussi d'une équipe. Ouais. Donc de ma manager que je connais depuis 8 ans et qui du coup m'a vraiment accompagnée justement sur la logistique, comment faire rentrer tout ça dans un planning, qui recevait les propositions et qui faisait du tri aussi pour moi et qui m'a aidée à gérer tout ça parce que sinon c'était... franchement, c'était impossible. Et ça n'a pas été trop dur psychologiquement parce que tu vois, autant j'ai un peu le même mode de fonctionnement que toi et en fait, quand on est porté par des projets, je pense qu'on trouve l'énergie, ça ne me dérange pas de travailler le week-end et mine de rien aussi, on peut souffler dans ces événements-là et dans quelque chose qui est peut-être un peu moins intellectuel. Oui, ça fait du bien aussi, tout à fait. Ça m'a apporté beaucoup de complémentarité et je pense que ça peut manquer dans des gens qui sont à fond études et qui pensent que dès qu'ils vont prendre un moment off, c'est un moment perdu, alors qu'en fait, je pense que c'est un moment gagné, quoi. Il y a un investissement sur le long terme, mais après c'est vrai que parfois ça peut être difficile, tu vois, tu peux passer par des phases vraiment d'épuisement où t'as du mal à prendre soin de toi et tu vois, est-ce que toi c'est arrivé un moment et peut-être qu'est-ce que t'as mis en place justement, peut-être quand tu t'es rendu compte que tu tirais trop sur la corde, quoi? Oui, ça est arrivé plusieurs fois et du coup, c'est là où la relation que j'avais avec ma manager était très très importante, c'est justement se connaître suffisamment pour pouvoir détecter les quelques signes précurseurs d'un trop-plein. Et voilà, effectivement, elle me connaît depuis très longtemps, donc elle sait quand je commence vraiment à ne plus répondre ou à lui dire écoute, là je peux plus, elle sait qu'il faut vraiment alléger le planning et c'est là aussi où j'ai appris à mettre des cases dans mon planning pour moi. Ouais. Donc j'avais arrêté le sport au tout début de mes études de médecine et en fait pour moi c'est un indispensable de mon bien-être. Je m'en suis rendu compte justement après l'avoir arrêté parce que j'étais pas bien et il manquait quelque chose. Donc j'ai vite rajouté aussi ces cases dans le planning. Attention, voilà, là c'est mon moment pour faire mon sport.
n'importe lequel, Ouais, celui qui va me faire plaisir. De le mettre, quoi. Voilà, et donc j'ai vraiment aussi appris à dédier des moments, mais comme des rendez-vous, vraiment c'est noté dans mon planning. C'est des rendez-vous bien-être, voilà, c'est non négociable. Et au fur et à mesure des années, j'ai de plus en plus réussi à le faire. Et aujourd'hui, ça fait partie de mon planning, c'est vraiment très prévu. Et j'ai eu... je pense que j'ai eu vraiment presque un burn-out, on va dire, pendant mon internat, au moment du Covid, justement. Parce que c'était une période extrêmement anxiogène pour tout le monde. Ça, je pense qu'on en a tous pris conscience. Donc, moi, j'étais à l'hôpital, donc forcément, on travaillait quand même dans une ambiance particulière. Il y avait beaucoup d'inconnus, beaucoup aussi de décès, donc c'était dur à gérer pour les soignants. Enfin, moi, en tant que médecin généraliste, j'ai pas beaucoup l'habitude de faire face aux décès. Donc, et en plus, je suis très, très sensible et émotive, donc pour moi, c'était vraiment difficile. Et à côté, j'ai pas pu voir mon compagnon pendant 7 mois. Donc qui est quand même la moitié de moi, quoi, presque, qui est un rayon de soleil et qui est quelqu'un de forcément très important pour moi. Et donc je me sentais aussi extrêmement seule, isolée de fait du Covid, parce qu'on pouvait plus trop voyager, donc je pouvais même pas rentrer voir mes parents, puis même j'avais peur en plus de leur transmettre. Donc j'ai ressenti en fait ce trop plein de trop de choses, en fait, trop d'émotions, trop de fatigue, et à côté je continuais à bosser du coup parce qu'on travaillait pas mal avec les réseaux sociaux, donc je créais des contenus sur les réseaux sociaux, on était quand même encore moi j'ai jamais autant travaillé, je crois, que pendant le Covid, nous on a quand même beaucoup travaillé. Il y a un rôle presque grâce aux plateformes, et du coup vraiment j'en pouvais plus, et je me suis un peu perdue, du coup, à cette période-là. Je savais plus trop qui j'étais, ce que je voulais. Même au niveau de mon couple, ça a été quand même compliqué et tout. Et du coup, derrière, j'ai fait une pause. J'ai pris 6 mois de disponibilité, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les études. Donc, je suis partie, en fait, retrouver mon compagnon parce que on pouvait toujours pas se voir. C'était toujours le Covid. En fait, les frontières de la Nouvelle-Calédonie étaient fermées. Et ça m'a fait énormément de bien. J'ai coupé aussi un peu avec Paris, avec le rythme épuisant de Paris. On a fait beaucoup moins de choses aussi au niveau des contrats, voilà. Et ça m'a fait énormément de bien. En fait, ça m'a remotivée. Après, je suis revenue. Donc, j'ai fait des remplacements en tant que médecin là-bas. Donc, en plus, j'ai bossé un peu, j'ai développé certaines compétences. Ça m'a fait du bien. Et voilà. Et derrière, j'ai rattaqué avec beaucoup plus d'énergie. Mais oui, je pense qu'on a tous... Même pendant les études de médecine, très sincèrement, très honnêtement, j'ai hésité plein de fois à arrêter. J'ai hésité plein de fois à arrêter. Parce que c'est quoi qui t'a fait tenir les fois où tu voulais arrêter ? Ce qui m'a fait tenir, c'est que j'essayais de voir plus loin. J'essayais de voir plus loin que le moment présent, le moment de souffrance, quoi. Faut penser long terme. Voilà, où t'es dans les révisions, où t'en peux plus, où tu te dis mais pourquoi j'apprends ça ? Je sais que ça me servira à rien, je vais être médecin généraliste, il y a la moitié des connaissances dont j'ai pas besoin. Enfin voilà, vraiment, tu te dis, mais pourquoi passer par autant de difficultés au niveau universitaire, alors que le métier, il s'apprend quand même sur le terrain. On n'avait pas beaucoup de terrain, pas beaucoup de stages. Fallait s'accrocher, quoi. Et je me suis vraiment accrochée en me disant, non, mais tu seras fière de toi, parce que ça fait partie de mes valeurs, comme on se l'est dit au début, d'avoir quand même ce diplôme, ça me rassure et ça me manque en tant que professionnelle. Et en même temps, c'est un métier... je savais que c'était un métier que j'allais adorer. Donc, je me suis dit, vraiment, pense à plus loin. Pense à ce que tu vas construire derrière. Ouais. Non, mais je pense se rappeler son pourquoi. Il y a un livre que je conseille qui s'appelle Start with Why. Son prénom est Marc. J'ai oublié son nom de famille, mais Start with Why, vous trouverez. Et qui donne beaucoup de conseils justement par rapport à ça. Et comment trouver son pourquoi. Et ensuite, comment s'en rappeler dans les moments difficiles, quoi. Donc, pour parler maintenant un peu de ta nouvelle vie, du coup, tu as déménagé à Nouméa. Oui. Donc, en Nouvelle-Calédonie. Et moi, ça m'a fait poser plein de questions. Déjà, comment est la vie là-bas ? Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Et comment tu gères le FOMO, tu vois, le Fear of Missing Out ? Quand tu as eu un rythme, une vie aussi intense à Paris ou en France, avec autant d'opportunités... comment tu gères le fait d'être à des milliers de kilomètres où tu vois, c'est pas un Paris-Londres où tu peux revenir de temps en temps, etc. quoi. Ah, ça, c'est sûr. Comment tu gères le changement de vie que ça représente ? Voilà, les avantages et puis peut-être les difficultés à parfois gérer ce FOMO.
Je pense que d'être passé justement par ces différentes étapes où il y a eu un peu de surmenage et un peu de trop, ça m'a fait réaliser que c'était plus important d'être heureuse dans un quotidien, d'être plus simple, mais d'être plus épanouie avec de la simplicité. J'ai eu de la chance de vivre tellement de choses extraordinaires, de rencontrer tellement de personnes extraordinaires, même de gagner de l'argent. Et finalement, c'est pas ça qui m'épanouit le plus. Et ce qui m'épanouit le plus, c'est d'être auprès de mon compagnon, au bord de la mer, parce que j'adore, je suis une grande fan de la mer, de la nature, de pouvoir faire mon sport quand j'en ai envie et d'avoir aussi un rythme de vie plus cool. Ouais. Et c'est vrai que ça peut étonner parce que on se dit, elle a plein d'opportunités à Paris, pourquoi aller s'enfermer à l'autre bout du monde? Mais en fait, justement, plus je suis loin et plus je suis bien et plus en fait je suis tranquille. Plus il y a de décalage horaire et moins on m'appelle. C'est génial. C'est vrai. Mais en vrai, c'est beaucoup moins stressant en fait. En vrai, je blague, mais c'est vraiment un bonheur de pouvoir vivre au rythme du soleil. On se lève le matin extrêmement tôt. J'ai appris à me lever tôt, mais parce qu'il y a le soleil qui te réveille et c'est un bonheur, c'est un bien-être. Je vais me baigner en sortant du travail. Enfin, pour moi, c'est ça la vie en fait. C'est ça la vie, c'est des bonheurs simples, juste un épanouissement du quotidien. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui me manquent, forcément. Et oui, des fois, ça manque un petit peu la vie hyper active, les super événements, les opportunités professionnelles. Mais je me suis rendu compte quand même, en étant partie là 6 mois, que en fait, j'ai pu construire plein de projets. Et j'ai aussi pris le temps de réfléchir et de faire cette introspection et de me dire à quoi j'ai envie maintenant. Et justement, de créer quelque chose de plus pérenne et plus de réfléchir à ma carrière et à une vraie construction que simplement saisir les opportunités ponctuelles et être sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai perdu un peu l'attrait des réseaux sociaux. Je le vois plus comme une fin en soi et comme une réussite, mais plus comme, un moyen. Enfin, finalement, j'ai fait ça, c'était très chouette pendant toutes ces années. Ça m'a permis de souffler en parallèle de mes études, de faire plein de choses intéressantes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie pour moi et qu'est-ce qui va m'épanouir dans le temps, finalement. Et donc, c'est vrai que de prendre un peu de recul, ça me fait réaliser que j'ai envie de construire des choses beaucoup plus solides. Et du coup, j'ai le temps aussi de le faire. Parce que je suis moins dans le rush du quotidien, je suis moins... sollicité tout le temps. Non, mais l'importance de prendre le temps long, et c'est vrai que les réseaux sociaux, qu'on soit créateur de contenu ou pas, nous ne le permettent pas parce que c'est de l'immédiateté, parce que c'est du court terme, parce que c'est des sollicitations permanentes, et c'est vrai que dès qu'on part, où que ce soit, mais dans un rythme qui est plus cool et plus tranquille, je pense que ça permet vraiment de se poser les bonnes questions et généralement du coup de trouver les bonnes réponses. Tout à fait. Je vais finir par un petit quiz de fin. Alors, c'est une nouveauté sur InPower, mais je me suis dit que je pense pas mal de gens de ma communauté avaient des questions pour toi. Donc l'idée c'est de répondre un peu en questions-réponses assez rapide et assez spontanée. D'accord, chouette. Alors, on a une question, une erreur qui t'a permis d'avancer. Waouh. C'est ça que je dis, petite réponse. T'as le droit de prendre le temps si tu veux. Ouais, faut quand même réfléchir un petit peu. En fait, d'accepter trop de choses. Enfin, je trouve que finalement, c'est un peu ce qu'on vient de dire, mais c'est un peu les erreurs que j'ai pu faire quand même régulièrement et qui finalement m'ont porté préjudice, c'est de me dire de vouloir faire trop de choses en même temps, tu les fais moins bien. Ouais. Et du coup, j'ai réalisé ça, qu'il vaut mieux effectivement faire moins de choses, d'accepter aussi moins de choses et de plus construire. Ouais. Super, j'aime beaucoup cette expression. Comment faire assez de place à tes proches avec toutes les activités que tu mènes? Bon, ça, j'ai envie de dire, on en a un peu parlé. Mais est-ce que maintenant, à Nouméa, ça a changé? Oui, ça a changé parce que du coup, je vais quand même rentrer de temps en temps en métropole. Enfin, je vais essayer de rentrer quand même régulièrement. Et je consacre du coup du temps à chaque retour. Donc là, je leur consacre énormément de temps en ce moment. Et c'est du temps, effectivement, qui est aussi bloqué un peu dans le planning pour passer du temps, ce que j'appelle du temps de qualité avec mes proches, et pas juste d'aller les voir 2-3 heures, de manger avec eux. On essaye vraiment de passer des moments
enfin, un peu différent de ce qu'on faisait avant. Donc, par exemple, je suis partie pour la première fois en week-end avec mon frère et ma sœur. Voilà, j'ai 29 ans, première fois que je pars avec eux quand même. C'est vrai qu'on pense pas forcément à ses proches pour partir en week-end, alors que... Bah oui. Bah toi, du coup, ça devient aussi une de tes priorités maintenant. Maintenant, ça devient une de mes priorités. Alors ensuite, on a ton avis sur le sexisme et le milieu hospitalier. On en a parlé. On en a parlé, ben, y a encore beaucoup de travail à faire et il faut dénoncer. Ouais. Il faut le dénoncer, il faut que chacune et chacun y participe parce que les hommes aussi peuvent y participer et ils n'ont pas forcément à se taire face à ça. Donc voilà, il faut prendre la parole et qu'on ose... Et oser la prendre. Ouais. Oui, et en fait, le problème du sexisme à l'hôpital, c'est qu'il y a encore trop le pouvoir de la hiérarchie. Qui, malheureusement, en fait, quand on est interne aujourd'hui, par exemple, on demande, enfin, on cherche un poste d'assistanat. Donc, en fait, on cherche un poste pour finaliser ses études, son parcours et commencer sa carrière. Et ce poste-là, il est très cher, il est très cher payé, il est extrêmement demandé. Et du coup, il faut un peu essayer de se battre un peu, on est un peu en concurrence avec les autres pour avoir ce poste. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est que la hiérarchie va te mettre une pression énorme et va se permettre aussi parfois certaines choses pour que tu vas accepter du coup parce que tu vas avoir peur de perdre ton poste. C'est un peu cette pression du... c'est presque du chantage, quoi. C'est presque du chantage, tout à fait. Voilà, de se taire, d'accepter ce qu'on va pouvoir te faire vivre parce que derrière, on te tend la carotte et on garde ton poste. Et donc, ça, c'est le gros problème. Ouais, et en effet, les réseaux sociaux servent à ça, donc osons en parler. La dernière petite question de la commu, 3 conseils à donner à Marine à 20 ans. Eh bien, de prendre confiance en elle, de savoir dire non. Parce que je savais pas dire non plus. J'apprends à le dire maintenant, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Du coup, j'ai une force de caractère aujourd'hui beaucoup plus présente, qui parfois aussi, je peux être un peu plus rentre dedans. Et c'est vrai que les gens me connaissent pas forcément comme ça, mais donc on a dit prendre confiance en soi, savoir dire non. Et un conseil et peut-être oser aussi peut-être prendre sa place, un peu prendre confiance en soi, mais peut-être plus prendre sa place aussi au niveau professionnel, je dirais. On m'a proposé, j'ai eu pas mal d'opportunités, on m'a proposé plein de choses et parfois je me sentais pas légitime. Je me disais non, aujourd'hui je suis trop jeune ou je suis encore trop jeune étudiante, je suis pas encore diplômée, etc. Donc je me mettais des barrières. Selon les normes de la société. Selon les normes de la société, oui, complètement inutile. Ok, bon écoute, merci Marine. J'ai 2 dernières questions pour toi, cette fois-ci propre à InPower. Si tu avais une ressource, que ce soit un film, un livre, un podcast, à recommander aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? C'est pas très original, mais moi j'aimerais bien parler de ton livre quand même. C'est très gentil, je vous promets. Elle n'est pas payée pour dire ça, c'est de son propre chef. Non, parce que en fait, je trouvais extrêmement intéressant dans ton livre que tu aies déconstruit justement les normes et ce que c'est que finalement les différences entre sexe et genre et la pression du coup inconsciente qu'on a en tant que femme et toutes les normes construites autour de nous qui nous mettent des barrières et du coup je trouve que ton livre il fait énormément de bien. Et moi, il y a déjà pas mal de choses qui m'inspirent, que j'ai retenues, qui m'inspirent et où je me dis, ok, non, ça c'est construit. Ça me fait plaisir. Que Louise t'a dit, ça me fait plaisir. Franchement, j'étais ravie de voir que tu l'as apprécié et que j'espère, en effet, les personnes qui le liront pourront y trouver matière à réflexion. J'invite vraiment à se poser des questions plutôt que d'apporter des réponses. Exactement. Mais je trouve que c'est le moyen aussi de déconstruire, en fait. J'en parle parce que c'est le dernier livre que j'ai lu, donc tu vois, il n'y a pas de... c'est le hasard du calendrier. Écoute, j'ai la dernière question à te poser, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Pour moi, ça voudrait dire oser être soi-même, oser saisir des opportunités et oser aussi prendre des décisions. Pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est aussi prendre des décisions. Et ça a été le gros, pas problème, mais l'enjeu de ton parcours. L'enjeu de mon parcours, ça a été de prendre des décisions
Et finalement, je me dis que j'aurais dû en prendre encore plus et affirmer encore plus mes choix et oser justement me lancer un peu dans l'inconnu. Et enfin, c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai encore plus envie de le faire et je suis encore plus prête à prendre des décisions. Bah, c'est dur parce que choisir, c'est renoncer. Tout à fait. Ça, c'est la phrase qui me caractérise. Et j'avais toujours l'impression que effectivement, choisir, c'est renoncer. C'est vrai en partie, mais c'est aussi aller vers quelque chose. Ouais. C'est aussi justement se construire. Et peu importe si derrière, ça ne va pas marcher. Finalement, tu auras toujours une leçon à en retirer. Donc, il vaut mieux prendre des décisions que plutôt attendre et laisser... la vie choisir pour nous, quoi. Ouais, laisser passer sa vie, finalement. Ça passe trop vite. Merci beaucoup, Marine. C'était hyper intéressant. Franchement, c'est passé trop vite. J'ai même pas eu le temps de poser, je crois, la moitié de mes questions, mais c'est pas grave parce que c'était très intéressant. Au pire, tu reviendras ou alors je viendrai te rendre visite. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, ou est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Pour l'instant, aujourd'hui, c'est encore beaucoup sur Instagram, sur mon compte, où je partage un peu ma vie quotidienne de médecin, des petits conseils, bien-être, santé. Actuellement, ma vie un peu parisienne. Ouais, super. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et j'espère à bientôt. Merci beaucoup, Louise. À bientôt. Salut.